Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Nous recevrons le professeur Bruno Taillant à la veille du lancement du SIDAction en France. Nous ferons le point avec lui sur la recherche en matière de lutte contre le sida et rappelons aussi l'importance de se faire dépister. La Monaco Ocean Week se poursuit en principauté, un événement qui passe aussi par la sensibilisation de la jeune génération à la protection de l'environnement marin. Illustration ce soir avec un atelier réalisé en classe. Nous nous intéresserons également ce soir à la sauvegarde du patrimoine culturel. Comment le conserver alors qu'il est menacé par des guerres ou des catastrophes naturelles? C'est toute la mission de l'ALIF, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit, une entité, vous le découvrirez, soutenue par la principauté. Et puis nous parlerons basket et des enjeux de la rencontre qui opposera la Roca Team à Valence, demain en Euroleague, du triathlon avec un entraînement de choix auprès de grands champions de la discipline, et de cette carte blanche au conservatoire au Festival Printemps des Arts. Le week-end du SIDAction débute demain, 3 jours d'information, de sensibilisation et de mobilisation pour lutter contre le VIH. Le virus reste un problème majeur de santé publique, il touche des millions de personnes dans le monde. Cette opération annuelle est l'occasion pour nous de faire le point sur les avancées en matière de recherche sur le sida et de rappeler l'importance du dépistage. C'est pour cela que nous sommes ce soir avec le chef du département de médecine interne au CHPG, également vice-président de l'association Fight AIDS Monaco. Bonsoir Bruno Taillant. Bonsoir chère madame. On n'a jamais été aussi proche d'un monde sans sida. Ce sont les mots de la directrice générale de SIDAction. Est-ce que c'est un avis que vous partagez également? Ce sont des mots qu'on répète chaque année et on n'a jamais été aussi proche, mais je dirais qu'on n'a jamais été aussi loin aussi. C'est-à-dire que, comme vous le savez, l'épidémie Covid est venue ralentir tous les efforts que l'on avait faits depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que malgré tout, en 2022, on n'a pas retrouvé les niveaux de prise en charge, de dépistage de 2019, même si les choses s'améliorent par rapport à 2021. Donc on est près d'un monde sans sida, mais encore faut-il faire les efforts nécessaires au niveau des messages de prévention, au niveau des dépistages précoces, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, le nombre de dépistages à l'heure actuelle a quand même pas retrouvé le niveau de 2019. Et à l'heure actuelle, on dépiste encore 50% de patients qui sont séropositifs depuis des années, et puis surtout 25% des patients qui sont déjà au stade de sida. Alors moi, je veux bien qu'on soit près d'un monde sans sida, mais on a encore beaucoup d'efforts à faire en tant que médecin, en tant que soignant, en tant qu'équipe d'information et ainsi de suite. Mais il faut garder un message positif, hein, il faut avoir le moral. Oui, justement, parce que la recherche a évolué depuis les 40 ans où on a découvert ce virus. Où en est justement la recherche ? La recherche, elle évolue. La recherche, elle évolue dans la mise en place des traitements. On a actuellement des traitements qui sont de plus en plus efficaces, de plus en plus simples. On a des traitements maintenant monoprises. On a tous en mémoire ces clichés. Le 1er décembre, journée mondiale du sida, où on voit des patients qui prennent 12, 14, 15, 20 comprimés. Maintenant, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, actuellement, les patients, ils prennent en règle générale un comprimé tous les jours ou un comprimé 4 jours sur 7, ou même on est passé au traitement injectable où on fait des traitements, c'est une injection tous les 2 mois. Donc on a des progrès dans la prise en charge thérapeutique. Après, si, comme tout le monde en parle, vous voulez parler des progrès au sujet du vaccin ou des candidats vaccins, pour l'instant, on est loin d'avoir un vaccin. On parle du vaccin en permanence, mais à l'heure actuelle, on a toutes les armes nécessaires dans la prévention de la contamination et dans la prise en charge de l'infection. Donc c'est sûr que le vaccin sera une avancée, mais à l'heure actuelle, il ne faut pas se cacher derrière le vaccin. On a tout ce qu'il faut pour dépister les gens et pour les prendre en charge le plus précocement possible. Le message, c'est ça, c'est le dépistage et la prise en charge précoce, puisqu'on a encore toujours, et vous le savez, toujours 5000 contaminations par an en France. C'est un chiffre qui ne bouge pas depuis des années, malgré tous nos efforts. Et on a toujours, dans ces diagnostics-là, des patients qui sont diagnostiqués tardivement et qui donc sont diagnostiqués après plusieurs années d'infection VIH. Et donc, pendant toutes ces années où on ne savait pas qu'ils étaient séropositifs, des possibles contaminations de partenaires multiples ou non. Oui, parce qu'il est important aussi de rappeler que malgré les traitements qui existent, c'est un virus qui tue toujours. Hein. C'est un virus qui tue toujours. On a beau être passé à une maladie chronique, c'est un virus qui ne tue peut-être plus
par ces complications infectieuses qu'on appelait les infections opportunistes, ces fameuses infections pulmonaires, cérébrales ou autres. Mais c'est un virus qui tue par ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire c'est un virus qui favorise les maladies cardiovasculaires et c'est un virus qui favorise les cancers. Donc être séropositif en 2022, ce n'est pas une banalité, c'est quand même un risque et ça justifie une prise en charge régulière avec un risque de mortalité, comme vous l'avez dit, de morbimortalité, c'est-à-dire de complications et de mortalité. D'où l'importance de communiquer, sensibiliser et informer la population. Ce sont notamment les actions de Fightheads Monaco, association fondée et présidée par la princesse Stéphanie. On essaie, par le biais de Fightheads, on a plusieurs façons de fonctionner à Fightheads. D'abord dans la communication, dans la prévention. Dans le dépistage, vous connaissez toutes nos actions régulières 2 fois par an de Test in the City, où on essaie d'aller au contact de la population pour dépister de façon à prévenir l'infection. Et après, l'aide aux patients, parce qu'il ne faut pas oublier les patients, et en particulier ceux qui ont été contaminés il y a quelques années ou plusieurs années, avec effectivement, ce sont souvent des gens qui sont déracinés, désocialisés, stigmatisés, isolés. Et par le biais de Fightheads Monaco, par le biais de la maison de vie de Carpentras, je pense qu'on a un rôle à jouer et notre présidente, Son Altesse Sérénissime, y tient beaucoup et participe à cette action de façon quotidienne. Eh bien, merci beaucoup Bruno Taillant de nous avoir Merci transmis ce message qu'il était important de relayer ce soir sur Monaco Info. Merci. C'est très gentil, merci, bonne soirée, au revoir. Le reste de l'actualité, c'est la Monaco Ocean Week qui se poursuit en principauté. Parmi les nombreux événements organisés autour de la protection des océans, coup de projecteur sur l'Ocean Innovators Platform, un rendez-vous dédié aux technologies de pointe et aux solutions inventives visant à préserver les océans, les mers et les ressources marines du monde et à développer une économie bleue durable. Et comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, le prince Albert II a clôturé ces 2 jours de discussion riches en enseignement. La protection de nos mers et de nos océans est l'affaire de tous, y compris de la jeune génération. Illustration ce soir à l'école Saint-Charles où des élèves se mobilisent autour d'un projet qui vise à préserver les cétacés. Plus de détails dans ce reportage de Perrine Boger et Arnaud Humbert. En plus de leur projet éco-école sur le thème de la biodiversité, cette année, à l'occasion de la Monaco Ocean Week, l'école Saint-Charles s'associe avec l'Aire Marine Éducative et propose à ses élèves divers travaux autour de la même thématique, la préservation des cétacés. Dans cette classe-là, ils se soucient donc des cétacés. Donc les ateliers qui sont mis en place ici sont plus basés sur l'aire marine éducative. Et toute l'école s'est mobilisée. Donc en fait, sur les cétacés, on a mis en place différents ateliers pour bien connaître les dauphins, les baleines. Donc on a différents ateliers pour la pollution sonore, pour faire découvrir aux enfants les dangers en fait, auxquels nous nous attendons, et aussi de bien connaître les espèces. Mais eux-mêmes se sont engagés, chaque classe est engagée dans une production ou un travail sur l'océan. Si l'AME a pour habitude d'interagir auprès de cette classe, pour cette journée, l'association est venue accompagner. Aujourd'hui sont intervenus en plus de la MPN des membres des secrétariats permanents de l'ACOBAMS et de Pélagos. Pélagos, c'est le sanctuaire, et l'ACOBAMS, c'est cet accord sur les cétacés à une échelle plus vaste, et qui sont très engagés dans ce projet. Il est tripartite cette année. Ces ateliers permettent une sensibilisation dès le plus jeune âge. Enthousiastes, les enfants s'impliquent dans tous les projets et se sentent concernés. Ces exercices leur offrent une vision globale sur la thématique étudiée. Ils se renseignent sur les diverses espèces maritimes et s'informent des dangers et menaces perpétués par l'activité humaine. On parle de l'AME, les bruits des sons sous l'eau. Il y a différents sons, par exemple, il y a les sons des humains, les sons des activités humaines, il y a la nature, il y a les poissons, c'est différent. Le projet prendra fin en juin avec la réalisation d'une petite vidéo de sensibilisation à l'intention de tout public. L'école Saint-Charles et l'AME travailleront encore main dans la main tout au long de la prochaine année scolaire, notamment lors de la période de l'Ocean Week. Voilà pour ces jeunes élèves formés à la protection de l'environnement. Toujours dans le cadre de la Monaco Ocean Week, le yachting se mobilise pour un avenir durable. Les acteurs de l'industrie en sont conscients. Ils sont venus apporter leur témoignage lors du 12e symposium environnemental, la belle classe super yacht au Yacht Club de Monaco. Intéressons-nous à présent à cette toute jeune fondation, mais qui a déjà à son actif
des dizaines de projets. L'ALIF, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit, qui bénéficie du soutien de la Principauté de Monaco, vient de tenir son premier forum. Cela s'est passé à Abu Dhabi, en présence de plus de 200 participants venus d'une trentaine de pays. Le récit de Patricia Navarro. Partenaires de terrain, bailleurs de fonds, spécialistes de l'art et du patrimoine ont pris part à 2 journées de réflexion et d'échange pour adapter au mieux la réponse à l'indispensable protection du patrimoine culturel menacé dans les zones de conflit ou post-conflit. L'ALIF, avec l'aide de nombreuses institutions et gouvernements, a en effet entrepris en 2017 un travail qui va de la protection préventive pour limiter les risques de destruction à la reconstruction, avec un seul mot d'ordre, l'action. Alors ALIF, en 5 ans, c'est quoi? C'est plus de 180 projets de protection et de réhabilitation du patrimoine dans des zones en conflit ou post-conflit. Moi, je remercie Monaco d'être un partenaire quasiment depuis le début et d'avoir renforcé son engagement il y a 1 an. Et puis parce que je trouve que pour nous, c'est un atout d'avoir un partenaire comme Monaco. Chacun sait combien l'action de Monaco à l'international va à la protection des populations, des enfants, de la jeunesse, de l'éducation. Et l'actualité de démontrer qu'il faut faire preuve de flexibilité et d'une réactivité très importante pour mener à bien cette mission. L'explosion sur le port de Beyrouth, le tremblement de terre en Turquie et Syrie ou le conflit en Ukraine l'ont tristement montré. Since the 24th of February of 2022, we have faced it with a huge amount of challenges. And among them, it was, for example, the lack of staff, lack of personnel in the cultural institutions like museums or archives or libraries, because a large amount of people just left the country, including also the specialists in our field. And the second one was, of course, the massive attacks on cultural heritage objects. Le gouvernement princier a pris part à cet effort international pour protéger notamment les musées d'Odessa en Ukraine ou auparavant pour contribuer à la réhabilitation du musée de Raqqa en Syrie. Et un nouveau partenariat est en cours de discussion avec cette fois l'association monégasque l'AMAD pour renforcer encore un peu plus le soutien apporté à l'ALIF. Tout de suite, quand on parle du patrimoine, on parle à la fois du passé, bien entendu, mais aussi du futur. Et puis je pense que c'est un combat très actuel. On a vu dans tous ces pays d'Afrique de l'Ouest ce patrimoine justement qui est la cible des islamistes, du terrorisme, et avec une envie très forte de nos partenaires localement de le vivre, c'est un partenariat, de même pouvoir le partager justement avec la jeune génération. Une action qui n'en est donc qu'à ses débuts et qui va également demander à terme un plein engagement des populations locales pour qu'à leur tour, et dans un souci de transmission, elles s'emparent de ce travail titanesque mais ô combien précieux pour retrouver la jouissance de leur patrimoine. L'ALIF espère enfin peser de tout son poids pour que les destructions causées par le changement climatique soient prises en compte et soient notamment au menu des discussions lors de la COP28 à Dubaï. Parlons basket. Après un succès tout en maîtrise face au Portel mardi, la Roca Team enchaîne ce vendredi avec un match d'Euroleague. Au programme, la réception de Valence, avec 2 objectifs pour les Monégasques, prendre leur revanche du match aller, mais aussi sécuriser leur place en play-off. Présentation de la rencontre avec Yannick Debever et Arnaud Humbert. Sur une série de 9 victoires consécutives sur ce mois de mars, la Roca Team semble irrésistible. Le match face à Valence revêt un double enjeu pour les Monégasques, prendre leur revanche du match aller mais aussi et surtout sécuriser dès la 30e journée leur place en play-off d'Euroleague. Voilà, avant toute chose, c'était un objectif du club depuis le début de saison, c'était de se qualifier en play-off dans ce top 8. Donc je dirais que c'est le plus important, mais après voilà, on est une équipe de revanchards, on a tous des égos, donc forcément on n'a pas apprécié la défaite là-bas, donc on va essayer de se venger si je puis dire. En cas de victoire, il faudra également une défaite d'une des équipes derrière Monaco pour valider un exploit historique. La Roca Team pourrait être la première équipe de l'histoire à atteindre les playoffs d'Euroleague 2 fois lors de ses 2 premières participations. Face à eux vendredi, les Valencians 10e jouent également leur place pour ce top 8 tant désiré. They can have a chance. They did a lot of surprises this competition, and I think they have a quality now. Even
a lot of days to prepare, the game. So I mean, it's going to be interesting to face them. En difficulté à la fin du mois de février, la Roca Team semble avoir trouvé depuis un nouveau souffle. En témoigne cette série de 9 victoires en 20 jours pour des Monégasques insatiables. The biggest fear is, being satisfied with those, then it's dangerous, I think, this danger could grow, in a sense of, okay, we are too good, no, we always have to be an underdogs. We have to fight for any ball, for any possession, in order to get a chance to win the game. Alors que l'on annonçait un probable retour de Mike James pour la rencontre face à Valence, l'arrière américain n'a toujours pas repris l'entraînement collectif. Il faudra donc patienter encore un peu pour voir le meneur américain réinscrit sur les feuilles de match. Et ce match face à Valence sera à suivre en direct sur Monaco Info, coup d'envoi à 19 h. On reste dans le sport avec cet entraînement exceptionnel proposé par la Fédération monégasque de triathlon. Pendant une semaine, plusieurs sessions ont été organisées pour se perfectionner auprès de grands champions. Frédéric Elion, Thomas Deus et Olivier Bonello ont suivi la cadence pour réaliser ce reportage. Regardez. De 2005 à 2009, Monaco a organisé un Ironman 70.3, puis un Tristar 111 de 2010 à 2012. Depuis, plus rien, cela fait donc 11 ans que la principauté n'a plus accueilli de course sur son sol. Une anomalie qui pourrait bien être réparée dans les années qui viennent, puisqu'en début de semaine, la Fédération monégasque de triathlon a signé une convention avec World Triathlon, le premier signe d'un retour en force de ce sport en principauté. C'est important pour le futur, pour le triathlon en principauté. Il y a vraiment une vocation, une envie de bon nombre de personnes et d'instances à ce que le triathlon revienne en principauté, parce que c'est vraiment un endroit qui s'y prête. Le but, c'est vraiment de faire découvrir le triathlon au sens large et dans un énorme cadre aussi sécure, bien organisé, pour que tout le monde puisse s'adonner à cette discipline qui parfois fait peur, mais si elle est bien encadrée, peut se faire pour toute personne, quoi. Monaco has hosted events from the beginning when we were still not an Olympic sport, and I think Monaco helped us to get on the Olympic program first of all, and has been always very special for us, and hopefully we will be now able to come back and be even more active as in the past with the sport here. La Fédération monégasque de triathlon organise toute cette semaine un training camp exceptionnel. Depuis lundi et jusqu'à samedi, les adhérents du Mounégou Triathlon et des autres clubs peuvent partager des séances d'entraînement sur les 3 disciplines, la natation, le cyclisme et la course à pied, avec 5 des meilleurs triathlètes français, et notamment Léon Chevalier, récent vainqueur de l'Ironman en Afrique du Sud. Content de venir là, histoire de reprendre un peu l'entraînement. Ça fait juste un peu plus de 2 semaines là, depuis l'Afrique du Sud. J'ai pris une semaine de vacances en Afrique du Sud après la course et après une semaine à la maison. Donc quasiment pas d'entraînement pendant 2 semaines. Donc là c'est vraiment un cadre idéal pour se remettre à l'entraînement. Hier on a fait le col de la Madone, le col d'Aise à vélo et il fait chaud, il fait soleil, c'est plaisant, quoi. Autre temps fort de la semaine, la présentation de la nouvelle tenue officielle que porteront les athlètes de la Fédération monégasque de triathlon lors des compétitions internationales. Un maillot designé par Jérémy Morel est présenté au Novotel en présence de Sonny Folkeri, qui a amélioré à Tokyo début mars le record de Monaco du marathon en 2 h 44 minutes et 45 secondes. Et Sonny Folkeri qui fait partie désormais du club des Six Star Finishers, à savoir le club de ceux qui ont couru les marathons de New York, Berlin, Londres, Boston, Chicago et donc Tokyo. Culture à présent avec le festival Printemps des Arts, l'événement donné carte blanche hier au conservatoire. Plus de détails dans ce reportage de José Sacré. Comme chaque année à l'auditorium Régnier 3, la scène du Printemps des Arts s'est ouverte aux musiciens de demain. Les jeunes artistes de l'ensemble vocal de l'Académie Régnier 3, de l'école de musique de Beau-Soleil et des conservatoires de Menton, Saint-Laurent-du-Var, Antibes, Grasse, Vence et Cannes ont répondu à l'invitation de Bruno Mantovani. Je pense qu'un festival, c'est aussi un endroit où on apprend, c'est un lieu de transmission tout autant qu'une école, tout autant qu'un conservatoire.
parce que quand on va écouter un concert, on se nourrit intellectuellement, on progresse, on apprend. Et donc pour moi, il est tout naturel que la transmission célèbre aussi, dans le cadre du festival, l'école même de la transmission musicale qui sont les conservatoires. Donc à l'évidence, quand j'ai pris la direction artistique du festival, j'ai considéré qu'il fallait poursuivre ce travail avec les écoles de la région. Avec cette année, bien sûr, le thème du Printemps des Arts. Oui, je pense que il n'y aurait rien de pire que de séparer cette journée du conservatoire du reste de la programmation. C'est pour ça que j'ai demandé aux directeurs et professeurs des conservatoires de proposer des programmes en rapport avec la thématique générale du festival, c'est-à-dire ce rapport à l'Amérique. L'Amérique et le rythme, composante essentielle de la musique américaine. C'est ainsi que le public a pu entendre des extraits d'œuvres de George Gershwin, Tom Johnson, Leo Brouwer, John Stevens et John Cage notamment, avec Living Room Music par l'ensemble de percussion du Conservatoire de Vence, très applaudi. Nous vous proposons à présent une échappée verte. Une randonnée dans les hauteurs de la Principauté était proposée récemment par l'Office national des forêts en partenariat avec Monaco et la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Cette balade qui avait lieu à l'occasion de la Journée internationale des forêts a la particularité d'être connectée. Vanessa Dessy vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Alexandra Marangoni. L'objectif étant de faire prendre conscience au grand public de l'importance de la préservation des forêts. En partenariat avec la Principauté et la commune de Roquebrune-Cap-Martin, l'Office national des forêts a organisé ce week-end une animation gratuite au Mont-Gros. Les forêts sont belles, mais elles sont également fragiles et dans certains cas menacées. En contexte de réchauffement climatique, il est important que nous soyons vigilants à leur préservation, à leur protection. Donc on organise des journées comme celle-ci pour sensibiliser le public grâce à la Principauté et avec le concours de la collectivité de la commune de Roquebrune. On a pu quand même reboiser l'ensemble de ces massifs qui avaient été complètement dévastés par les grands incendies, notamment du milieu des années 80. Donc là on a quand même reconstitué des paysages, on a reconstitué des milieux naturels, on a ramené de la biodiversité, on a ramené des végétaux, des animaux, enfin voilà, toute une vie. Et puis maintenant, on est très fiers effectivement d'accueillir le public sur ces terrains-là. Au départ du col de la Coupière, à seulement 400 mètres d'altitude, les marcheurs peuvent découvrir la richesse du patrimoine naturel et culturel du Mont-Gros via un petit sentier pédestre. Tout au long du parcours, la randonnée se veut connectée à l'aide de QR codes, permettant ainsi d'obtenir de nombreuses informations. C'est une chasse au trésor pour découvrir un peu le patrimoine qu'on a sur ce site qui est un peu emblématique. On va flasher un QR code qui va nous permettre après, sur le terrain, de pouvoir développer cette balade. Et là, on va retrouver des indices, il faudra les chercher, ces indices. Voilà. On parlera évidemment de l'histoire qui s'est produite sur ce site et découvrir des médaillons qui vont permettre de passer une autre histoire, un autre patrimoine. La Principauté, la commune de Roquebrune-Cap-Martin et l'Office national des forêts offrent au public la découverte de cette balade d'1h30, composée de sentiers d'interprétation, d'installations d'hôtels à insectes ou encore de points de vue panoramiques surplombant la Méditerranée. Un panorama en effet unique. En bref, les trophées WIBA ont récompensé dernièrement des personnalités et des établissements de la Principauté qui se développent dans de nouveaux domaines d'influence. Parmi les lauréats, on pourra retenir The Niwaki, sacré meilleur restaurant de cuisine asiatique de Monaco. Le trophée du meilleur restaurant club a lui été décerné au Sas Café. Le Rampoldi, le Gaïa ou encore la marque de bijoux APM auront également été récompensés lors de cette soirée. Et puis bienvenue à nos confrères de TV Monaco, cette nouvelle chaîne de service public qui se veut généraliste sera lancée officiellement le 1er septembre prochain. Il est temps à présent de jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo. Bonsoir Yannick de Beuvert, quel temps est-il prévu pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. En ce vendredi, le temps sera mitigé avec des nuages bien présents et un ensoleillement limité. Un petit vent vous accompagnera tout au long de la journée. Les températures resteront stables avec un mercure compris entre 11 et 17 degrés. Ce vendredi 24 mars, nous fêterons Sainte Catherine de Suède, la sainte patronne des femmes enceintes.
Merci Yannick pour toutes ces précisions. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana et de Manuel Vitali qui ont suivi sportivement l'entraînement de triathlon proposé par la Fédération monégasque. Passez une excellente soirée et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.